Le solipsisme, du latin solus, signifiant seul, et ips, signifiant soi-même, est une position philosophique qui interroge la nature de notre connaissance et de notre réalité. Cette doctrine soutient que la seule certitude que nous possédons est une existence de notre propre conscience, remettant en question l'existence du monde extérieur et des autres esprits. En d'autres termes, le solipsisme postule que tout ce que nous percevons et expérimentons ne pourrait être que le produit de notre propre esprit, sans réalité objective en dehors de celui-ci. Cette perspective trouve ses racines dans les travaux de René Descartes, notamment dans ses méditations métaphysiques. Descartes, en cherchant une base inéluctable pour la conscience, en est venu à douter de tout ce qui pouvait être mis en question, y compris l'existence du monde extérieur et des autres individus. La célèbre maxime « Cogito ergo sum », je pense, donc je suis, exprime cette certitude de l'existence du soi, pensant comme un point de départ pour reconstruire le savoir. Cependant, cette approche conduit à une forme de solipsisme, où l'on ne peut être certain que de sa propre pensée. Au-delà de Descartes, d'autres philosophes ont exploré cette notion. Georges Berkeley, par exemple, a avancé que l'existence des objets dépend de leur perception par un esprit. Selon lui, être, c'est perçu, suggérant que la réalité matérielle n'existe que dans la mesure où elle est perçue par une conscience. Cette idée soulève des questions sur la nature de l'existence indépendante des objets de l'autrui. Le solipsisme invite à une réflexion profonde sur la nature de la réalité de ces connaissances. Si nous ne pouvons pas être certains de l'existence des autres esprits, ou encore du monde extérieur, cela remet en cause la possibilité de communication authentique. Comment pouvons-nous comprendre les expériences et les émotions des autres si nous doutons de leur existence réelle? De plus, cela pose la question de la responsabilité morale. Si les autres existent que dans notre esprit, avons-nous des obligations éthiques envers eux? Cette réflexion a des implications sur notre perception de la réalité quotidienne. Par exemple, des avancées technologiques telles que la réalité virtuelle et les environnements immersifs peuvent nous amener à questionner la frontière entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Les expériences de simulation ou de rêve peuvent également brouiller les lignes entre la réalité objective de notre expérience. En somme, le solipsisme nous pousse à examiner les fondements de notre connaissance et de notre perception. Il nous confronte à la possibilité que tout ce que nous savons et ressentons pourrait n'être qu'une construction de notre esprit, nous incitant à reconsidérer notre compréhension de l'existence, de l'autre et du monde qui nous entoure. La question de savoir si une démocratie peut devenir oppressive en raison de la tyrannie de la majorité a été soulevée par le philosophe et historien Alexis de Tocqueville au XIXe siècle. Dans son ouvrage majeur « De la démocratie en Amérique », Tocqueville explore les paradoxes inhérents à la démocratie. Tocqueville a observé que, dans une démocratie, la majorité détient le pouvoir législatif et exécutif, ce qui est, dans toute logique, essentiel au bon fonctionnement du système. Cependant, il met en garde contre le fait que cette majorité pourrait utiliser son pouvoir pour imposer ses préférences au détriment des droits et des libertés des minorités. Il s'inquiète que, sous prétexte d'égalité, la majorité puisse restreindre la liberté individuelle et imposer un conformisme intellectuel. Ce phénomène, que Tocqueville appelle « tyrannie de la majorité », se manifeste lorsque la majorité, forte de sa supériorité numérique, cherche à imposer ses opinions et ses intérêts, négligeant ou réprimant les perspectives divergentes des minorités. Il souligne que ce risque est particulièrement élevé dans les sociétés démocratiques, où le désir d'égalité est puissant, car les individus peuvent être enclins à sacrifier certaines libertés pour atteindre une égalité perçue. Tocqueville note que dans une démocratie, les institutions reflètent la volonté de la majorité, et que les individus peuvent se sentir contraints de se conformer à l'opinion dominante. Il craint que cette pression sociale n'étouffe la liberté de pensée et d'expression, menant à une uniformité de pensée, et à la suppression des idées novatrices ou dissidentes. Cette situation pourrait évoluer vers un despotisme doux où l'État, agissant comme un parent bienveillant, prendrait en charge tous les aspects de la vie des citoyens, les privant ainsi de leur autonomie et de leur liberté individuelle. Pour prévenir ce risque, Tocqueville propose la mise en place de contre-pouvoirs et d'institutions intermédiaires, telles que des associations civiques et des administrations locales décentralisées. Cette réflexion est cruciale pour assurer que la démocratie reste un système juste et équitable pour tous ses citoyens, sans exception. Et toi, penses-tu que tu vis dans une tyrannie de la majorité ?
A-t-on besoin de souffrir pour grandir? La question de savoir si la souffrance est nécessaire à la croissance personnelle invite à une réflexion profonde sur la nature de l'expérience humaine et sur les processus qui conduisent au développement individuel. La souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou bien psychologique, est une composante inévitable de la condition humaine. Elle se manifeste sous diverses formes: perte, échec, déception, douleur physique ou encore lutte intérieure. Face à ces épreuves, une interrogation émerge. Ces moments difficiles sont-ils essentiels pour notre évolution en tant qu'individu? Certains penseurs et philosophes suggèrent que la souffrance joue un rôle catalyseur dans le processus de maturation personnelle. Ils comparent la douleur et les expériences difficiles à des engrais puissants qui nourrissent notre épanouissement intérieur. Selon cette perspective, les moments de souffrance peuvent être perçus comme des occasions de transformation, permettant à l'individu de se réinventer et de développer une version améliorée de lui-même. Cette idée est illustrée par le concept de croissance post-traumatique, qui désigne le processus par lequel une personne, après avoir traversé des épreuves, émerge avec une force et une perspective accrue. D'un autre côté, certains penseurs mettent en garde contre la glorification de la souffrance comme moyen d'évolution. Ils suggèrent que la douleur n'est pas intrinsèquement bénéfique et que s'accrocher à la souffrance peut empêcher l'individu de trouver la paix intérieure et l'acceptation. Selon cette vision, la souffrance est une expérience humaine inévitable, mais elle ne doit pas être recherchée ni considérée comme un passage obligé pour la croissance personnelle. Au contraire, il est suggéré que l'on puisse évoluer et grandir sans nécessairement passer par des épreuves douloureuses. Il est également important de distinguer entre douleur et souffrance. La douleur est une réponse physique ou émotionnelle à un stimulus nocif, tandis que la souffrance est une manière dont nous interprétons et réagissons à cette douleur. Ainsi, les deux individus confrontés à une même situation douloureuse peuvent vivre des niveaux de souffrance très différents, en fonction de leur perception et de leur capacité à donner un sens à l'expérience. La question de la nécessité de la souffrance pour grandir renvoie également à des débats philosophiques plus larges sur le sens de la vie et le rôle de l'adversité. Certains courants de pensée estiment que les défis et les obstacles sont essentiels pour forger le caractère et développer des vertus telles que la résilience, l'empathie ou encore la sagesse. D'autres, cependant, suggèrent que la quête du bonheur et de l'épanouissement ne nécessite aucune présence de souffrance et que l'on peut attendre une croissance personnelle à travers des expériences positives et enrichissantes. Peut-on apprendre sans expérience sensorielle? L'expérience de pensée du monde de Marie, imaginée par le philosophe australien Frank Jackson en 1982, invite à réfléchir sur la nature de la connaissance et les limites potentielles de l'apprentissage dépourvu d'expériences sensorielles directes. Cette hypothèse met en lumière la distinction entre deux formes de savoir. Le savoir théorique, acquis par l'étude et l'analyse, et le savoir expérientiel, fondé sur la perception directe et personnelle. Imaginons Marie, une scientifique exceptionnelle spécialisée dans la neurophysiologie de la vision des couleurs. Depuis sa naissance, elle vit confinée dans une chambre entièrement noire et blanche, privée de toute exposition aux couleurs. Toutefois, grâce à des moyens technologiques sophistiqués, elle a accès à une multitude d'informations théoriques sur les couleurs, les longueurs d'onde lumineuses associées à chaque teinte, les réactions neuronales correspondantes et même les descriptions verbales des expériences colorées rapportées par d'autres individus. Marie possède ainsi une connaissance exhaustive des aspects physiques et scientifiques liés aux couleurs. Cependant, un jour, Marie est autorisée à quitter sa chambre et, pour la première fois, elle perçoit directement les couleurs en les observant dans le monde extérieur. Face à cette nouvelle réalité sensorielle, une question émerge. Marie acquiert-elle une forme de connaissance supplémentaire lors de cette expérience? Malgré sa compréhension théorique approfondie, il semble qu'elle découvre quelque chose de fondamental qu'aucune description ne pouvait lui transmettre. Cette situation soulève des interrogations sur la nature de l'apprentissage et de la connaissance. Peut-on véritablement comprendre pleinement un aspect de l'expérience humaine sans y participer directement? Le savoir théorique est-il suffisant pour appréhender la totalité de l'expérience humaine? Ou existe-t-il des dimensions de les connaissances qui échappent à l'analyse intellectuelle et ne peuvent être saisies que par l'expérience personnelle? L'expérience de Marie met en exergue la notion de qualia,
ces aspects qualitatifs et subjectifs de nos perceptions conscientes. Même en disposant de toutes les données objectives sur les couleurs, Marie ne pouvait en aucun cas appréhender la sensation intrinsèque de voir rouge ou de ressentir la fraîcheur du bleu sans les percevoir elle-même. Ce qui suggère que certaines dimensions de la réalité sont inaccessibles sans expérience directe, invitant à reconsidérer les limites du savoir purement intellectuel. Cette réflexion a des implications profondes sur notre compréhension de la conscience et de l'esprit humain. Elle suggère que la conscience subjective et les expériences personnelles constituent des sources de connaissances distinctes qui ne peuvent être entièrement expliquées par les descriptions objectives ou scientifiques. Ainsi, même avec une connaissance exhaustive des mécanismes physiques sous-jacents à nos perceptions, il pourrait demeurer une part de l'expérience humaine qui échappe à la compréhension complète sans l'expérience vécue. En somme, l'expérience de Marie nous invite à réfléchir sur la nature et les limites de la connaissance humaine, en particulier concernant les aspects subjectifs de notre expérience, qui nous poussent à reconnaître que certaines vérités. Et toi, penses-tu que, malgré tout son savoir, Marie aurait pu reconnaître les couleurs ? Le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier est une situation emblématique en théorie des jeux, qui met en lumière le conflit entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Imaginons deux suspects, accusés d'un crime qu'ils ont commis ensemble. N'ayant pas suffisamment de preuves pour les condamner, les autorités les interrogent séparément, leur proposant leur même offre. Si les deux gardent le silence, chacun écope d'une peine légère pour un délit mineur. Si l'un dénonce l'autre, le traître est libéré, tandis que l'autre subit une peine plus sévère. Si les deux se dénoncent, ils reçoivent une peine modérée. Cette configuration expose un choix stratégique, coopérer en gardant le silence, ce qui bénéficierait aux deux, ou trahir pour potentiellement alléger sa propre peine, au risque de nuire à l'autre. Le cœur du dilemme réside dans l'incertitude quant à la décision de l'autre, incitant à privilégier sa sécurité personnelle. Cependant, cette logique individuelle peut conduire à un résultat sous-optimal pour les deux parties. Ce scénario illustre comment des individus rationnels, agissant selon leurs propres intérêts, peuvent aboutir à une issue moins favorable que si une coopération mutuelle avait été établie. Le dilemme du prisonnier dépasse le cadre juridique pour appliquer à diverses situations quotidiennes. Imaginons deux entreprises concurrentes qui hésitent à baisser leur prix. Si l'une le fait et l'autre ne le fait pas, la première gagne ses parts de marché. Si les deux baissent le prix, elles réduisent leur marge bénéficiaire. De même pour les relations à l'international. Imaginons deux pays qui envisageraient de réduire leur armement. Si l'un se désarme et que l'autre maintient son arsenal, le premier est vulnérable. Si les deux conservent leurs armes, les tensions demeurent. Le dilemme du prisonnier met en exergue la tension entre bénéfices individuels immédiats et avantages collectifs à long terme. Il soulève des questions sur la confiance, la communication et la nature humaine. Pourquoi, malgré la possibilité d'un meilleur résultat commun, les individus choisissent-ils la voie souvent égoïste ? Ce phénomène reflète des préoccupations profondes sur la coopération et la rationalité humaine. En somme, le dilemme du prisonnier offre une lentille pour examiner les défis de la coopération humaine. Il nous invite à réfléchir sur nos propres comportements, nos inclinations à coopérer ou à trahir, et sur les structures sociales qui favorisent ou entravent la coopération. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous gardé le silence ou bien dénoncé l'autre ? Le progrès rend-il vraiment le monde meilleur ? Ce concept de progrès a longtemps été au cœur de nos sociétés, porteur d'espoir et moteur de développement. Cependant, des philosophes ont remis en question cette notion, la qualifiant de mythe. Le progrès est perçu comme une avancée continue vers un idéal, mais cette vision est-elle réellement fondée ? Certains philosophes suggèrent que le progrès est souvent considéré comme une évidence, une marche en avant ininterrompue. Pourtant, il invite à réfléchir sur la nature de ce mouvement. S'agit-il d'une véritable avancée ou simplement d'un déplacement sans direction précise ? Cette interrogation nous pousse à examiner si nos actions actuelles contribuent réellement à un monde meilleur, ou si nous nous contentons de reproduire des schémas sans remise en question. De plus, la quête incessante de croissance économique est souvent présentée comme un synonyme de progrès. Cependant,
cette approche peut entraîner des contradictions. Par exemple, pour résoudre les problèmes créés par une production industrielle accrue, certains préconisent encore plus de croissance, malgré les dégâts environnementaux et l'aggravation des inégalités qu'elle peut engendrer. Cette réflexion nous invite à reconsidérer nos priorités et à questionner la durabilité de notre modèle actuel. Ainsi, le mythe du progrès nous invite à une introspection collective. Sommes-nous réellement en train d'améliorer nos sociétés ou contentons-nous seulement de maintenir un système qui profite à tous en négligeant les conséquences à long terme? Il est essentiel de distinguer le progrès en tant que concept abstrait et les réalités tangibles de nos actions quotidiennes. En définitive, cette remise en question du progrès ne vise pas à le rejeter systématiquement, mais à encourager une réflexion critique. Elle nous pousse à définir ce que nous entendons par meilleur et à évaluer si nos trajectoires actuelles nous y conduisent réellement. Peut-être est-il temps de définir le progrès, non pas comme une course effrénée vers un idéal lointain, mais comme une série d'étapes conscientes et réfléchies vers une société plus juste et plus durable. La réalité est-elle physique ou bien mentale? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles. Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel et la réalité physique est la seule réalité véritable. Les matérialismes considèrent que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde, où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle? Ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique, comme le dit le matérialisme, ou bien mentale, comme le dit l'idéalisme?